On est toujours loin d'un réel cessez-le-feu au Liban, pourtant acté le 16 avril. Pas un jour ou presque sans que des tirs ou des bombardements n'éclatent, pour la plupart dans le sud du pays. C'est dans ce contexte qu'Israël et les autorités libanaises se retrouvent à Washington, 4e cycle de discussion, alors qu'hier encore un hôpital a été endommagé par des frappes israéliennes. Jules Boiteau. La façade de l'hôpital Jabal Amel, complètement détruite. Ce bureau, pulvérisé. Même chose pour cette chambre, où les débris jonchent les lits. Lundi, les frappes israéliennes sur la ville de Tyr ont causé ici des dégâts considérables. Mon fils est né il y a 13 jours. Il est placé dans un incubateur. Mon mari et moi, on s'est absentés, mais quand on a entendu la frappe, on s'est précipité à l'hôpital. Tout le bâtiment était endommagé. J'ai couru le plus vite possible pour voir mon fils. Et Dieu merci, je l'ai trouvé sain et sauf. Tous n'ont pas eu la même chance. 4 personnes ont été tuées, plus d'une centaine blessées, dont près de 40 membres du personnel hospitalier, selon un dernier bilan. Voici la preuve de la barbarie d'Israël. Le ciblage des populations est flagrant. Je ne crois pas qu'un hôpital possède des missiles. Nous sauvons des vies ici. Nous ne détruisons pas les gens, les maisons, le monde. Nous ne tuons personne. L'hôpital continue de fonctionner tant bien que mal dans les parties qui ont échappé au bombardement. Ce bébé est né aujourd'hui. Il n'a que quelques minutes. Il nous a apporté un message de vie et un message d'espoir pour l'avenir. À Tyr, 2 des 3 hôpitaux ont été visés par des frappes. Le dernier, toujours indemne, croule lui sous l'afflux des patients. Depuis le début de la guerre menée par Israël contre le Hezbollah début mars, 17 hôpitaux au total ont été endommagés ou détruits à travers le Liban. Et pour en parler, notamment la position de la France à mes côtés, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, bonjour. Bonjour. Un accord de paix entre Israël et le Liban pourrait intervenir dès demain s'il n'y avait pas le Hezbollah. Seul obstacle à cette paix, c'est ce que vient d'affirmer le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Qu'en pense la diplomatie française? Êtes-vous sur la même ligne? Il faut que les discussions directes qui sont, encore une fois, un élément extrêmement courageux qui a été proposé par les autorités libanaises dès début mars, puisse avancer. On soutient tout à fait les discussions qui se sont faites par le passé. Il y en a aujourd'hui et demain. Elles se tiennent à Washington et c'est pour nous la seule voie possible, à la fois très court terme pour solidifier, si vous voulez, le cessez-le-feu. Vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de violations ces derniers jours, qu'à cause de cela, le ministre Jean-Noël Barrot avait convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, qui a d'ailleurs montré un certain, en réalité, consensus sur le fait que ces violations devaient cesser et qui a permis de mettre la pression pour que les États-Unis obtiennent que les frappes cessent sur Beyrouth et sur le nord d'Israël. Pas de condamnation pour autant, les États-Unis étant membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons dit très clairement que nous considérions que c'était inacceptable. Nous étions extrêmement préoccupés par l'avancée dans la profondeur, des armées israéliennes, que cela non seulement était contraire aux engagements qu'ils avaient pu prendre par le passé, et notamment du cessez-le-feu du 17 avril dernier, mais en réalité aussi était une faute majeure pour leur propre sécurité. Parce qu'à terme, ce qu'il faut pour la sécurité d'Israël, c'est la souveraineté et l'intégrité du Liban. Ce n'est que ça qui peut vraiment aboutir à leur sécurité sur le long terme. Et bien sûr, nous avons aussi évidemment condamné les frappes du Hezbollah sur le nord d'Israël. Mais vous dites que le Hezbollah n'est pas le seul obstacle. Contrairement à ce que disent les États-Unis, sont-ils un arbitre impartial, un médiateur impartial dans ces négociations? Il y a 3 éléments. Il y a, de notre part, un soutien qu'il faut apporter aux autorités libanaises, aux forces armées libanaises. Vous saviez que nous voulions tenir une conférence des forces armées libanaises le 5 mars dernier. Nous avons été obligés, évidemment, pour la situation sur le terrain, de les repousser. Nous travaillons à ce qu'elles puissent être organisées, notamment avec les autorités saoudiennes, par la suite, dès que les situations sera possible. Un soutien au gouvernement libanais et soutien aussi à la population libanaise. Ça, c'est les premiers points. Deuxièmement, refus d'une forme d'occupation sur le long terme et de pénétration dans la profondeur, si vous voulez, du territoire libanais de l'armée israélienne. Et puis troisièmement, refus de l'instrumentalisation du Hezbollah par l'Iran
pour effectivement créer cette déstabilisation dans le sud du Liban. Et à terme, cette situation où les deux se frappent, c'est-à-dire à la fois les forces armées israéliennes et les frappes du Hezbollah, crée une déstabilisation qui ne profite à terme qu'au Hezbollah. Lorsque le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, affirme que la nouvelle frontière nord israélienne doit être le Litani, soit une trentaine de kilomètres à l'intérieur du Liban, quand son collègue de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, va même lui plus loin puisqu'il appelle à occuper jusqu'au fleuve Zaharani, situé encore plus au nord, c'est un déni de la souveraineté libanaise? Je crois qu'il y a un droit international qui doit être respecté. Il y a une frontière qui est donnée et c'est cette frontière qui fait loi. Les États-Unis doivent-ils le dire explicitement, eux qui pour l'heure n'ont pas pris de position nette sur la question de ce conflit libanais, si ce n'est pour appeler un cessez-le-feu? Ils ont appelé un cessez-le-feu, ils ont avec nous permis à ce que non seulement le cessez-le-feu du 17 avril dernier puisse se faire, et puis ensuite que ce cessez-le-feu ces dernières heures puisse être désormais aussi un peu plus avancé, à la fois pour la protection de Beyrouth et pour la protection du nord d'Israël. C'est un pas qui est encourageant et il n'est pas encore suffisant. On apprend du site d'information en ligne Axios qu'une conversation houleuse aurait eu lieu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et Donald Trump, en des termes très fleuris, aurait dit au Premier ministre israélien de cesser immédiatement toute tentative d'envoi de troupes sur Beyrouth, ce qui n'est pas très clair car les Israéliens ont menacé plutôt de frapper la capitale libanaise. On le comprend par la voie aérienne. Les États-Unis doivent-ils exprimer cette position publiquement, d'après vous? C'est aux États-Unis de déterminer leur politique. Moi, je ne suis pas le porte-parole des États-Unis, mais on l'a dit et redit, cette déstabilisation du sud du Liban, cette violation de l'intégrité et de la souveraineté, à la fin, ne vient être que contre les intérêts de sécurité d'Israël, puisque ça vient de donner de l'argument en faveur du Hezbollah, ça vient redonner finalement de la vigueur au Hezbollah. Et on avait remarqué que depuis novembre 2024, c'est-à-dire que le premier cessez-le-feu auquel la France était partie avec les États-Unis à l'époque, il y avait une forme d'espoir qui s'était mis en œuvre, une forme d'espoir où non seulement les autorités libanaises avaient pu refonctionner avec l'élection d'un président, qu'il y avait eu des réformes économiques qui avaient été commencées, il y avait cette préparation de la conférence pour le soutien aux forces armées libanaises et aux forces de sécurité intérieure. Et c'était ça que nous poussions et que nous pensions était une capacité d'avoir une stabilité, disons, plus durable. Récemment, évidemment, depuis mars, on a perdu du terrain. Une zone tampon dans le sud du Liban jusqu'au Litani, jusqu'à une ligne jaune. C'est ce qu'en tout cas de très nombreux Israéliens, parce que là on va très au-delà des deux ministres que j'ai cités, semble y avoir consensus au sein d'une bonne partie de la classe politique israélienne pour considérer qu'une présence militaire israélienne dans le sud du Liban est nécessaire tant que le Hezbollah, lui, sera toujours présent et ne sera pas désarmé. Comprenez-vous cette position d'un certain nombre d'Israéliens pour leur sécurité? Et on comprend absolument la nécessité de la sécurité d'Israël. Et la France a toujours été présente aux côtés d'Israël quand Israël se retrouvait attaqué. Il ne faut pas qu'il y ait une once d'hésitation là-dessus. Ça veut dire une présence militaire au sol au sud du Liban? En revanche, la pénétration dans la durée, dans la profondeur, au sud du Liban est, encore une fois, une erreur stratégique de la part d'Israël. Qui désarmera le Hezbollah dans ces conditions? Ce désarmement du Hezbollah, il doit intervenir, disons, dans les meilleurs délais, mais effectivement aussi par l'établissement de négociations. L'imposition uniquement par la force est probablement pas ce qui va permettre de l'obtenir dans la durée. Un accord de cessez-le-feu réel et durable entre Israël et le Liban est nécessaire, d'après vous, pour parvenir à un accord sur l'Iran? Sur l'Iran. Oui, parce qu'on comprend bien aujourd'hui que ces deux négociations sont liées. Lorsque l'on écoute, si l'on lit effectivement le contexte de cette conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, on voit bien que le président américain semble s'impatienter parce que les événements aujourd'hui au Liban semblent entraver la possibilité d'un accord avec l'Iran qui a fait effectivement d'un cessez-le-feu durable au Liban une condition d'accord. Rappelez-vous, c'était toujours dans la discussion début avril du cessez-le-feu avec l'Iran, où il y avait d'ailleurs deux lectures. Nous ne sommes pas belligérants en Iran, donc nous n'étions pas dans la négociation directement de ce cessez-le-feu, mais les Iraniens disaient depuis le début que le cessez-le-feu au Liban était inclus dans le cessez-le-feu global qu'ils avaient. Et il a fallu une dizaine de jours pour que ce cessez-le-feu puisse être, entre le 8 avril, celui qui était signé entre l'Iran
et les États-Unis puissent être bien mis en place du côté du Liban. Et nous n'avions cessé d'être à la manœuvre pour le faire, et notamment en étant en contact avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire évidemment la partie israélienne, mais aussi les parties iraniennes et les parties américaines. La France, qui n'est pas partie prenante dans ces négociations avec l'Iran, mais qui en revanche est proche historiquement du Liban et également un allié historique d'Israël, peut-elle contribuer à trouver une issue négociée? On entend beaucoup ces derniers temps le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Bien sûr. Jean-Noël Barrot, c'est le pays hors UE dans lequel il s'est rendu le plus souvent, le Liban. La France a non seulement pour le Liban une forme de... C'est un pays frère, c'est un pays sur lequel, évidemment, nous connaissons ces sujets de manière extrêmement fine. Et encore une fois, nous nous tiendrons aux côtés des autorités libanaises en fonction de ce qu'elles souhaiteront pour pouvoir les soutenir dans cette nécessité d'avoir un cessez-le-feu à court terme et une stabilisation à moyen terme. Alors l'actualité, c'est aussi l'Ukraine. L'Ukraine qui ordonne l'évacuation de plus de 7000 civils de la région de Kharkiv à la frontière russe, alors que Moscou vient de lancer de nouvelles frappes massives de drones et de missiles. Il y a 21 morts et plus de 100 blessés. Les images commentées par Dorothée Oliéric pour France Télévisions. Une pluie de drones et de missiles s'est abattue cette nuit sur l'Ukraine. À Kiev, 3 quartiers ont été visés par les Russes, dont cette zone résidentielle. Au milieu des carcasses de voitures et des fumées, des habitants apeurés et certains blessés. Cette jeune femme a quitté son appartement après une première explosion. Dieu merci, on est en vie. En tout cas, aujourd'hui, on est vivant. On a eu de la chance. L'appartement de sa voisine, maman d'une petite fille de 6 ans, a été détruit. On a entendu un bruit énorme et il y a eu de la fumée partout. On s'est accroupis. J'ai protégé ma fille. Il y avait des morceaux d'immeubles qui nous tombaient dessus. Des immeubles en flammes, éventrés, plus de fenêtres, plus de portes. La capitale, pourtant loin du front, est de plus en plus prise pour cible. Depuis plusieurs jours, la Russie promettait des frappes massives. J'entendais les hurlements de ma femme. J'ai rampé dans les débris pour la rejoindre. Moscou affirme de son côté avoir visé uniquement des sites militaires et industriels avec des armes de haute précision, y compris des missiles hypersoniques. La nuit dernière, de nombreux habitants de Kiev se sont réfugiés dans les entrailles du métro, à plus de 100 mètres sous terre, dans un silence impressionnant. D'autres villes ont subi des frappes meurtrières, comme ici à Dnipro, où 12 personnes ont trouvé la mort et 37 ont été blessées. Impossible de stopper toutes les attaques. Ce matin, le président ukrainien en appelle à l'aide américaine pour obtenir de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Pascal Confavreux, la France, malgré les mises en garde de la Russie, maintient une représentation diplomatique à Kiev et malgré la recrudescence de ces attaques que l'on voit contre la capitale ukrainienne. Quels seraient les moyens aujourd'hui d'y parer, livrer effectivement davantage de systèmes de défense ? Déjà, on voit que si la Russie utilise cette stratégie, qui est en réalité une stratégie escalatoire, c'est parce qu'elle est dans une impasse sur le terrain, une impasse militaire et une impasse économique. Une impasse militaire parce que depuis février, en réalité, elle a conquis moins de terrain que les Ukrainiens n'en ont conquis, que les Ukrainiens mettent hors de combat environ 35 000 combattants par mois, alors que la Russie n'est en capacité de pouvoir en rajouter que 30 000. Donc vous voyez qu'il y a un effet d'attrition. Et puis qu'enfin, vous avez une utilisation par exemple, la semaine dernière, de missiles type Oreshnik, qui sont des missiles à tête, en théorie, capacité d'emport nucléaire. Donc, vous avez cette capacité, disons, escalatoire fortement, qui montre que c'est effectivement une incapacité d'avancer sur le terrain pour utiliser d'autres vocabulaires. Et c'est d'autant plus scandaleux, puisque vous me disiez que nous maintenons effectivement une ambassade, parce que l'ambassade russe, les autorités russes nous disaient nous vous invitons à quitter en réalité Kiev. Et nous demandons aux autorités russes de respecter le droit international tout simplement, qu'elles doivent d'autant plus respecter qu'elles sont un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire protéger les civils et protéger aussi les ressortissants et les représentations diplomatiques. Et il y a une forme ici, si vous voulez, de second effet, qui est de dire, en cas de future bavure, je vous aurais prévenu. Et ça, c'est totalement scandaleux. Et évidemment, notre ambassade reste active sur place et continue évidemment tout le soutien que nous avons aux autorités ukrainiennes.
On en vient à présent à l'événement du jour, ici en France, en matière de diplomatie. Le président rwandais Paul Kagame, reçu par Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont inauguré un mémorial en hommage aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, génocide de 1994. C'est un symbole supplémentaire de l'apaisement entre les deux pays après la visite d'Emmanuel Macron à Kigali en 2021, le chef de l'État qui avait alors pour la première fois reconnu les responsabilités de la France dans le massacre d'au moins 800 000 personnes. Ce mémorial imposé au bord de Seine s'appelle l'Archive, un lieu de recueillement et de transmission mémorielle. Écoutez le chef de l'État. Ce mémorial qui se dresse devant nous est puissant, car il grave la vérité dans la pierre et la protège des ravages du temps. Assumer ses responsabilités historiques exige un véritable courage. Ce monument est un aboutissement. Il inscrit désormais le génocide des Tutsis au Rwanda au cœur de notre capitale et de notre histoire. Il est l'aboutissement d'un long et patient travail de vérité. Voilà, cela restera sans doute l'acquis, l'un des acquis des bilans d'Emmanuel Macron en matière mémorielle. Il y a eu la réconciliation et la reconnaissance d'un certain nombre de faits durant la guerre d'Algérie. Il y a aussi la reconnaissance donc de la responsabilité de la France dans ce génocide au Rwanda. Peut-on se réconcilier pleinement aujourd'hui avec les autorités rwandaises compte tenu de la situation chez un allié de la France, un allié direct de la France, la République démocratique du Congo, où on le sait dans l'Est, la rébellion du M23 est aussi aidée par l'armée rwandaise? Je crois qu'il faut aussi en diplomatie sérier les sujets. Il y a eu dès le début, dans l'esprit du président de la République Emmanuel Macron, lors de son discours de Ouagadougou, la volonté de pouvoir regarder vraiment les yeux dans les yeux notre passé pour pouvoir construire un avenir en commun. Nous l'avons fait avec le Sénégal, avec le Cameroun, avec l'Algérie et avec le Rwanda. Sa méthode était notamment de pouvoir ouvrir, comme on ne l'avait jamais fait par le passé, en réalité toutes les archives et de la donner à des historiens français et rwandais pour qu'on puisse voir la réalité de notre passé qui peut être dur, mais qui est collectif et qui est partagé. C'est ce qui a été fait. Par la suite, les mots ont été posés en 2021 dans un discours du président de la République. Et puis ensuite, en 2023, nous avons, en lien avec les autorités rwandaises, décidé la création de ce mémorial de mémoire pour le génocide contre les Tutsis au Rwanda. J'étais à la cérémonie tout à l'heure, elle était extrêmement émouvante. Vous aviez des témoignages de rescapés de cette action, de cette association, notamment Ibuka France. Vous aviez aussi des jeunes lycéens français qui n'étaient pas forcément liés par le sang avec leur histoire, cette histoire au Rwanda, mais qui étaient là, on les sentait concernés, parce que vous savez que depuis 2020, l'enseignement sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda est désormais obligatoire dans l'ensemble des lycées français. Voilà, donc c'était un des éléments de cette évolution du rapport entre la France et les différents pays africains qu'on a vu notamment au sommet Africa Forward, vous savez, à Nairobi, il y a quelques semaines. Oui, ça c'est la transmission de la mémoire et la reconnaissance, mais cette reconnaissance justement et ce sentiment de culpabilité n'empêche pas de dire les choses sur ce qu'il se passe actuellement dans l'Est de la RDC. Et puis après, c'est votre second point, il y a la diplomatie. Donc c'était un élément qui était extrêmement important de faire. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, nous avons des discussions sur lesquelles nous sommes en accord ou pas en accord avec des éléments, notamment, effectivement, vous le mentionniez, à l'Est de la RDC. Merci beaucoup, Pascal Confavreux, porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir été avec nous en direct sur France 24 pour commenter cette actualité, riche actualité internationale.